C'est Lynn Cabot et Yves Richard qui sont tous les deux donc secrétaire général du syndicat Liberté Santé et membre du conseil d'administration du syndicat Liberté Santé qu'on connaît. C'était un des seuls Yes. syndicats qui s'était exprimé contre le pass sanitaire et tout cela Exact. pendant la crise sanitaire. Et du coup, là, ils reviennent avec On fait une lettre ouverte. une lettre ouverte voilà, que je t'ai envoyée. Tu m'as envoyé, tiens, si je peux partager mon écran. Où ils alertent sur les problèmes de dépendance à l'industrie pharmaceutique au moment des nouvelles campagnes Bah, on l'a vu là, ils veulent nous inciter à mettre les deux bras, que vaccin contre la grippe et oui, vaccin tu l'as montré Covid. tout à l'heure. On en a parlé. Tout à fait. Donc lettre confraternelle du 14 octobre 2025, campagne de vaccination hivernale d'octobre 2025. Bon, on va pas tout vous lire, mais on a Ils une sont partie avec des nous instigateurs déjà. de cette lettre. C'est même pas dans la partie que je t'ai envoyée, c'est à la fin, ils disent le syndicat de Liberté. Non, c'est sur la deuxième Sur page. la deuxième page. Le syndicat de Liberté Santé invite donc à la réflexion sur les implications éthiques et en termes de santé publique concernant la campagne de vaccination hivernale. Bonjour à vous deux. Et alors, comment est-ce que vous en êtes venus à faire ce message ? Bonjour, merci, merci pour l'invitation. Alors, dans un premier temps, j'annonce que je n'ai aucun conflit d'intérêts. Tous les professionnels de santé doivent le faire, c'est dans notre code de déontologie et nous sommes dans un cadre, donc je dis d'emblée que nous ne sommes pas contre les cadres, bien au contraire. Et là, cette lettre confraternelle, elle est faite pour rappeler avec bienveillance à tous les professionnels de santé vaccinateurs de revenir à leur mission première qui est de soigner, prévenir, apporter une information claire, loyale, appropriée, avoir un consentement libre et éclairé, se tenir à jour des connaissances scientifiques et avoir une relation avec leurs patients individuels, tenir compte des contre-indications, des indications et aussi prendre les possibles effets secondaires pour faire des déclarations en pharmacovigilance. C'est très important. Et en fait, à l'heure actuelle, on a des kits qui nous sont envoyés finalement par des privés, puisque ça passe par des privés puis par les politiques, pour nous expliquer comment on doit pratiquer notre métier. Donc, c'est complètement hors sol. Donc, on souhaite revenir à l'essence première du métier de soignant. Et nous sommes un syndicat qui couvre tous les professionnels du secteur sanitaire. Magnifique. Et donc là, aujourd'hui, comment est-ce que vous en êtes venu à faire cette lettre ? Qu'est-ce que vous dénoncez ? C'est justement ces conflits d'intérêts aujourd'hui qui se cachent derrière les campagnes de vaccination ? On veut simplement revenir à des valeurs simples. Excusez-moi. Je pense que bonsoir. Et oui, je pense bonsoir. qu'il y a deux choses. Oui. C'est vrai que d'une part, le premier message aussi, c'est tout simplement un échange d'expériences entre confrères. Et je pense que c'est aussi une valeur qui est importante de permettre aux médecins et aux soignants en général de s'exprimer, de faire un retour d'expérience et donc de partager leurs connaissances sur le terrain. Aujourd'hui, on a de moins en moins d'indépendance pour les professionnels de santé et on nous amène à suivre des directives. Et c'est la première chose qu'on veut mettre en avant. On demande aux professionnels de prendre leurs responsabilités et de réfléchir aux mesures qui leur sont non plus maintenant suggérées, mais de plus en plus imposées. Voilà. Et j'en profite, comme je vous ai pas salué en arrivant, pour également vous indiquer que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Et bien de le rappeler. donc, les propos sont tout à fait indépendants, comme l'est notre syndicat, il faut le dire, qui est un jeune syndicat libre, indépendant et non subventionné. Et c'est aussi l'occasion de le rappeler. Lynn, je te laisse la parole. Oui, et juste avant, vous avez parlé aussi de liberté. Donc, nous, on s'appelle syndicat Liberté Santé, ce n'est pas pour rien. Je crois que chacun est libre de sa santé et on l'oublie un petit peu. Et chaque professionnel doit être libre de sa pratique. Et la bonne pratique, c'est avant tout cela.
Et on fait une bonne pratique en se tenant à jour effectivement des connaissances par l'intermédiaire d'études qui sont pour la plupart bien faites. D'ailleurs, dans notre lettre, à la fin, on met un certain nombre de références qui sont pas exhaustives, évidemment. Chacun peut aller chercher, c'est notre rôle. La première recherche que l'on peut faire déjà, c'est tout simplement dans le dictionnaire des médicaments. Alors quand j'en entends qui disent qu'il n'y a pas d'effet secondaire, ben ils sont peut-être pas allés lire la fiche du vaccin en question. Et la pharmacovigilance a pour but justement d'alimenter ces fiches techniques des produits pharmaceutiques et chaque professionnel de santé doit aller regarder ça. Donc, il y a non seulement les effets secondaires, bien sûr, mais comme je le disais tout à l'heure, les indications, les contre-indications, l'examen clinique est très important. Et puis, on doit, avec cela, peser le rapport bénéfice-risque. Et ça, on tenait vraiment aussi à le rappeler parce qu'on l'a complètement oublié aujourd'hui. Les politiques nous font oublier. Je rappelle que pour ces fameux produits à ARN messager encore expérimentaux, il y a un décret qui a fixé en fait les contre-indications, ce qui est complètement fou. Avec une liste très limitative puisque bien sûr on suivait l'interview d'Emmanuel et Vincent juste avant, auquel on veut bien sûr apporter tout notre soutien, c'est important de le dire, le SLS est bien sûr à leur côté, et ce qui pointait, et dont on peut témoigner sur le terrain, c'est que les confrères qui veulent faire des déclarations à la pharmacovigilance ont beaucoup de mal à ce que leur dossier soit accepté. Donc d'ores et déjà, nous, on peut témoigner sur le terrain que les professionnels ont beaucoup de mal à ce que leur déclaration soit enregistrée par la pharmacovigilance. Donc c'est déjà un premier écueil, un premier filtre qui peut nous alerter sur la fiabilité des données publiques de l'EMA, sachant qu'il y a déjà le premier barrage dès le début du phénomène, qui est que les agences de pharmacovigilance sont réticentes à prendre en compte les déclarations faites par des professionnels, il y a déjà un certain nombre de dossiers qui sont écartés d'emblée, ce qui est en soi pas acceptable. C'est-à-dire que quand on fait une déclaration, on ne présume pas de l'imputabilité, mais en tout cas, il faut que ça puisse être enregistré pour que justement, par les remontées en grand nombre, il puisse y avoir des statistiques qui soient faites. Si déjà on filtre l'entrée de l'entonnoir, le résultat à la sortie, on a du mal à croire qu'il peut être impartial. Donc c'était pour rebondir sur ce sujet et faire le lien avec vos invités précédents auxquels on voulait apporter tout le soutien du SLS. Et donc là, justement, quand on voit un nouveau message comme celui que vous faites aujourd'hui, est-ce que c'est... quelle est la nécessité il faut toujours, face au renouvellement de ces campagnes de vaccination, c'est justement important de dire non, nous sommes toujours là pour rappeler qu'il y a justement ces effets secondaires qui aujourd'hui arrivent de plus en plus dans la culture commune. Tout le monde, même ceux qui étaient réticents à parler de ces sujets-là, commencent à en parler, ça commence à en parler dans les familles. Donc c'est important que le SLS se montre aussi, montre que... Notre souci, c'est toujours de pouvoir faire entendre la voix des professionnels et qu'on a de plus en plus du mal à faire entendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, la seule voix qu'on entend, c'est une voix descendante des autorités politiques qui s'immiscent de plus en plus dans la relation patient-praticien. Et c'est ça, évidemment, qu'on dénonce, parce que nous, une de nos valeurs fondatrices, c'est le respect du consentement libre et éclairé du patient. Et ça, on n'aura de cesse de le répéter et de le faire entendre. Donc évidemment que c'est l'occasion de rappeler que la décision de l'administration d'un traitement, quel qu'il soit, c'est une décision qui doit se prendre de manière singulière entre le patient et son médecin traitant ou le professionnel avec qui il est en contact, sachant qu'aujourd'hui, on essaie de faire croire que la responsabilité de l'effecteur serait annulée parce qu'il y a une décision d'État qui aurait pris par avance la décision du traitement approprié. Donc ça, c'est ce qu'on veut rappeler à nos confrères. Ils sont responsables de leurs actes, quelles que soient les directives que le gouvernement, avec les conflits d'intérêts qu'il peut avoir, peut nous adresser. Au bout du compte, c'est bien chaque praticien de santé qui est responsable de ses actes et qui, lui, doit veiller, quand bien même le ministre de passage du moment aurait fait une autre injonction,
ben, lui, il doit veiller à respecter les valeurs fondatrices du soin, la déontologie professionnelle et le consentement libre et éclairé du patient. Ça n'a pas été très très respecté, hein, ce consentement. C'était pas très libre et pas Non, très éclairé. pas, pas du tout. Et il n'y a pas que ça qui n'a pas été respecté, puisqu'en fait, on s'aperçoit que les professionnels de santé qui ont soigné et qui sont respectueux de ce consentement libre et éclairé, ben, en fait, ils sont attaqués, Mm. ils sont interdits d'exercer. Et donc, ça entretient la peur de parler, puisqu'en Ouais. fait, aujourd'hui, la plupart des professionnels de santé constatent les effets secondaires et savent qu'il n'y a pas d'efficacité. Et on sait aussi aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu d'études pour montrer l'efficacité de ces vaccins contre la transmission, en fait. Il n'y a jamais eu d'études de fait sur aucun produit vaccinal. Et ça a été avoué Et par ça a été dit, Pfizer et écrit dans les contrats. et en plus, ça a été dit au Parlement européen par Madame Small Oui, en octobre 2022 à une exact. question qui lui a été posée. Elle l'a dit en souriant. C'est un truc qui est complètement fou. Donc, c'est vrai que avec le syndicat, donc je rappelle qu'un syndicat, c'est un organisme qui permet en fait de soutenir des professionnels. Et le De but du jeu défendre leurs aussi, droits. c'est qu'on se regroupe hein, et qu'on se serre les coudes et qu'on ait une voix et qu'on puisse porter une voix pour aller dans le bon sens et ne pas faire que aller contre quelque chose. Nous, on souhaite vraiment un système de santé à visage humain et en fait, on ne souhaite pas reconstruire quelque chose. Il y a sur le terrain et moi, je continue à exercer, je fais des remplacements et je le vois Mm. à chaque fois que je fais des remplacements, la majorité des professionnels de santé ont une conscience professionnelle et regrettent de ne pas avoir suffisamment de moyens et d'avoir autant d'injonctions, d'interdictions qui les éloignent à chaque fois en fait de leur mission. Et nous, on souhaite vraiment pouvoir les soutenir par rapport à ça. Vous savez, les professionnels de santé, ils le font par vocation la plupart du temps. Les heures, elles sont pas comptées et en fait, souvent, les droits sont pas connus. Mm. Et on nous empêche de faire notre devoir, en fait. Et une chose qui est Donc, aussi c'est quand même importante pour le, incroyable. pardon, une chose qui est aussi importante pour le syndicat, et pour ça, je vous remercie de nous donner la parole parce que c'est vrai que on veut aussi éviter le deux poids deux mesures. Et jusqu'à présent, on entend dans les médias ou on a entendu, en tout cas ces dernières années, que des médecins de plateau euh, bourré de conflits d'intérêts qui venaient porter, soi-disant, la parole universelle. Et c'est important de se rendre compte qu'il y a une autre parole, qui est la parole des praticiens de bonne foi, qui, eux, respectent pour de vrai leur code de déontologie, et ceux-là qui sont souvent attaqués. Donc c'est vrai que le syndical a aussi cette vocation de faire entendre cette voix-là, de faire entendre la voix des praticiens de terrain, de les défendre face aux ordres qui, on le voit, malheureusement jusqu'à présent, ont souvent eu des attitudes très différentes entre les médecins de plateau qui portaient soi-disant une parole officielle et puis les praticiens de base qui avaient juste pour seul souci de traiter leurs patients et qui, eux, sont ennuyés par les conseils de l'ordre et qu'on défend encore aujourd'hui. Donc, du coup, oui, on a ce souci de porter cette voix, de favoriser les échanges entre confrères, de porter une information auprès des confrères, mais aussi auprès des politiques, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, notre santé, elle est décidée par des politiques qui n'ont pas forcément les éléments pour prendre les décisions, mais qui vont après directement impacter votre santé, les traitements auxquels vous allez avoir droit. Donc, on avait commencé ces informations, il y a évidemment, dès le début du syndicat, et peut-être vous vous souvenez qu'on avait déjà sorti une première lettre confraternelle en 2022, qui était également un témoignage de médecins vaccinateurs. Hein, et donc, c'est aussi important de recadrer le débat. On n'est en aucun cas anti-vax ou quoi que ce soit. On est simplement pour permettre aux praticiens de faire un choix
éclairé en fonction de la situation particulière et personnelle d'un patient. Et on avait effectivement déjà fait cette première lettre confraternelle en 2022, vous la trouverez sur notre site si vous voulez plus en tête, qui avait été reprise et qui avait été très critiquée à l'époque en disant mais c'est quoi cet organisme, c'est même pas des médecins, de quoi ils parlent, etc. Alors oui, pour le coup, est-ce qu'on est un syndicat de médecins? Non, on n'est pas un syndicat de médecins, on est un syndicat des professionnels du monde sanitaire qui regroupe tous les professionnels du soin, des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des kinés, des radiologues, des pompiers, des ambulanciers, des infirmiers. Donc on est un syndicat de tous les professionnels du soin, ce qui permet d'avoir cette richesse, et ce qui permet aussi d'avoir cet échange, sachant qu'aujourd'hui, on demande à n'importe quel professionnel du soin, je crois qu'on en est même arrivé aux lunetiers, aux opticiens lunetiers pendant la grippe de Covid, de faire des actes médicaux et de vacciner. Donc le message est simple, vous êtes responsable de vos actes, faites des traitements appropriés, décidés en conscience avec le consentement du patient et de manière à respecter votre code de déontologie. Est-ce que vous arrivez un petit peu à ouvrir le débat, justement, à aller voir ces autorités sanitaires, à les faire bouger dans leur conscience? On l'a rappelé en début d'émission, il y a Google, Facebook qui a avoué on a fait de la censure et on le regrette. Quand vous voyez ça, ça vous donne aussi raison à vous, puisque tous les médias qui vous donnaient la parole à l'époque, en 2022, comme vous l'avez dit, ou 2023, étaient attaqués aussi. Donc, comment est-ce que vous vivez cela et comment est-ce que vous arrivez justement à aller toucher ces autorités? Alors, C'est votre... Je t'en prie, Clément. clairement, on a dès le départ fait des lettres d'information en fait aux élus, hein, que ce soit les députés, les sénateurs, les ordres, les instances, haute autorité de santé. On a à chaque fois réagi et amené des arguments parce que ce qui est quand même incroyable, c'est que les injonctions qui nous sont imposées ne sont jamais argumentées en fait. Et on se rend compte que on a très peu finalement d'élus qui nous répondent. Par contre, ceux qui nous répondent le font le plus souvent avec bienveillance et on a ouvert l'esprit, j'ai envie de dire à quelques-uns de ce qui se passait. Par contre, ce qui est important à contrario, c'est que on essaye de s'implanter vraiment sur le terrain et que c'est probablement en fait avec les sections syndicales et en rentrant dans les établissements de soins, en allant auprès des directeurs et en partant du bas qu'on arrivera à faire quelque chose de constructif parce que en haut ils sont complètement hors du terrain, complètement hors sol et et en fait, ils comprennent pas ce qu'on leur raconte, puisque de toute façon, c'est pas la santé qui les intéresse. Ça, c'est certain. Gros sujet. Ouais. C'est une Pour le évidence. coup, moi, je serais un tout petit peu plus, contrairement à mon habitude, un tout petit peu plus optimiste que Lynn, parce que malgré tout, moi, je suis pas encore découragé des actions qu'on mène envers nos élus. Et donc, Lynn citait évidemment nos députés, nos sénateurs. On peut bien sûr, et aujourd'hui c'est dans l'actualité, parler de nos eurodéputés qu'on a aussi contactés lors de nos actions par rapport à l'OMS. Et évidemment qu'on aimerait être plus entendu, évidemment que on peut s'interroger sur voilà les liens d'intérêt de certains, mais que pour autant, euh, il nous est arrivé quand même de se réaliser que certains des propos ou des argumentaires scientifiques qu'on avait fait passer aux députés avaient été repris. Donc il y a quand même une écoute et une chose aussi qui est importante à dire, hein, de la même façon qu'aujourd'hui, les médecins n'osent plus parler parce qu'il y a une censure institutionnelle qui peut être inquiétante. De la même façon, on a certains élus qui, en off, vont nous dire qu'ils nous soutiennent, etc., et qu'ils auraient aimé, par exemple, pour parler de choses très concrètes, hein, la proposition d'abrogation de la loi du 5 août, qui est actuellement dans les cartons enfouis au Sénat. Eh bien, on a des sénateurs qui nous ont dit qu'ils la soutenaient, mais qu'à chaque fois qu'ils voulaient la remettre sur la table, leur groupe parlementaire faisait censure. Il faut rappeler la loi du 5 août, elle est suspendue pour l'instant. Exactement, elle est suspendue. Son abrogation a été votée en première lecture par le Parlement. Maintenant, elle est arrivée au Sénat et le Sénat, depuis, l'enfouit régulièrement. Et donc, c'était pour rebondir sur le fait que dans les échanges qu'on peut avoir, on comprend que certains sénateurs sont tout à fait ouverts à faire avancer cette loi et que malheureusement, il y a de la pression politique, y compris dans les groupes politiques, pour ne pas prendre de décision. Donc, on ne peut pas dire que notre action est inutile parce que
il y a quand même certains politiques qui, grâce, et bien sûr pas seulement à nous, à d'autres institutions, ouvrent les yeux, et c'est toujours précieux, mais évidemment que pour l'instant, ça reste des positions individuelles qui sont pas majoritaires, mais à nous de les faire progresser, et c'est l'occasion de dire que la voix d'un syndicat, elle aura plus de poids si on est plus nombreux, donc c'est évidemment important pour tous les professionnels qui se retrouvent dans nos valeurs, de nous rejoindre pour que notre voix, elle ne puisse plus être ignorée. Et donc aujourd'hui, on sait que bien sûr notre action envers les politiques nationaux est importante, mais elle doit aussi aller jusqu'à Bruxelles. Et on est ravi de voir l'action du MEA qui est en route et qui laisse peut-être un espoir pour pouvoir enfin remettre la santé aux mains des professionnels de terrain et non plus dans des instances loin de nous qui prennent des décisions avec certainement d'autres intérêts que la santé des patients. Et pour justement vous retrouver et vous rejoindre, c'est où est-ce que les gens peuvent... Sur le site syndicat-en parler, syndicat-liberté-santé.com. Je vais vous mettre le lien dans le chat, les amis. C'est important, effectivement. Il y a beaucoup de ressources sur ce site. Vraiment, allez y faire un tour. Il y a énormément de documentation. Et je tenais à dire aussi qu'on est toujours en train d'accompagner en fait les suspendus, puisque on aimerait bien qu'il n'y ait pas un coup de gomme de mis là-dessus. Il y a eu 606 jours de suspension et là, à l'heure actuelle, on est dans les recours indemnitaires contre l'État. Parce que les recours indemnitaires contre l'employeur, alors certains en ont gagné. Le seul problème, c'est que l'employeur peut dire, mais moi, je n'ai fait que, ok, je reconnais que je vous ai pas payé, mais je reconnais ma faute, mais je n'ai pas à vous payer parce que c'est l'État qui m'en a donné l'ordre. Donc, c'est effectivement, on est dans des situations juridiques qui sont juste impensables. Voilà, se faire punir parce qu'on a soigné, et par contre, quand on raconte des bêtises à la télé et qu'on incite des millions de gens à aller recevoir une injection qui a moult effets secondaires et peu d'efficacité, eh bien, on n'est pas inquiété. Donc, c'est vraiment important qu'on se serre les coudes, vraiment. Et on vous invite à venir voir effectivement ce que l'on fait et à nous suivre et à nous rejoindre surtout. Voilà, et donc c'est un appel à tous les sanitaires, voilà. Que ce soit donc des praticiens en activité, tous les soignants, tout le personnel administratif des hôpitaux, etc., peuvent nous rejoindre, qu'ils soient en activité, retraités, suspendus, et c'est important qu'on soit nombreux pour faire entendre notre voix. Voilà. Et il y a de nombreux projets liberticides qui de plus en plus menacent la liberté de choix des traitements, la liberté d'exercice des praticiens. Et il faut absolument qu'on continue à porter cette voix-là. Et cette voix, elle aura du poids à partir du moment où on sera nombreux et où on aura des médias comme vous pour la relayer, parce que évidemment que c'est important de la faire entendre pour que finalement nos politiques soient obligées d'en tenir compte. Exactement. Si vous avez des soignants qui sont opérationnels, qui sont en nombre dans un système bien organisé, il n'y aura pas les difficultés actuelles de déserts médicaux, parce que finalement, plus ça va, plus il y a des déserts médicaux, parce que plus on nous empêche de travailler. Donc, c'est bien de se réunir. On se bat aussi quelque part pour les patients, parce que nous sommes soignants, mais patients aussi. C'est vrai. C'est vrai. Il faut le rappeler. Et c'est vrai que la politique sanitaire du Covid n'a pas été la seule destructrice. La politique sanitaire, depuis des décennies en France, a énormément impacté la santé des Français en détruisant tout le maillage et tous les soins qui étaient accessibles. Là, aujourd'hui, à la campagne, c'est extrêmement dur pour beaucoup de Français de se faire soigner convenablement, même à Paris, dans les grandes villes. Les urgences, c'est une catastrophe. Et quand on voit l'argent qui a été mis pour les campagnes de vaccination Covid, on se dit que cet argent-là, il aurait été plus utile pour maintenir des postes de soignants dans les hôpitaux et des structures de proximité, et que là, on n'a plus l'argent, et que si on pense que la gestion de la santé publique, c'est faire des injonctions et des listes de protocoles, eh ben non, c'est mettre les moyens à disposition pour que les praticiens de terrain puissent prendre en charge leurs patients, et c'est pas ce qu'on constate depuis quelques années. Donc on espère que progressivement cette initiative MEA ou autre pourra remettre le soin au cœur du système.
Bah, Tout à fait. merci infiniment Merci à à vous vous. deux. On a mis le lien Donc, vers le Merci à syndicat vous de nous Liberté avoir reçus. Santé C'est un plaisir d'être Ouais, avec merci Nexus. beaucoup. et avec plaisir pour vous recevoir à nouveau. Très bonne Bientôt. soirée à Avec vous. plaisir. À très Bonsoir, bientôt. merci. Et Passionnant. effectivement, c'est très rassurant de voir, parce que eux, ça fait 4 ans qu'ils bataillent Ouais. avec leur syndicat, et de voir quel point ils continuent avec la même énergie.